Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. À Pau, les États du G5 Sahel et la France ont annoncé la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel et une action concentrée sur la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Même si l'arabe reste l'une des langues les plus parlées au Tchad, sa pratique dans l'administration reste minoritaire comparée au français. Les défis du bilinguisme au Tchad, reportage à suivre dans ce journal. Les escargots, un emblème de la gastronomie française, mais qui s'exporte dans le monde entier, comme en Tunisie, où de nombreux producteurs sont actifs dans le secteur. Mais avant de développer ces titres, d'abord le lancement au Sénégal ce 14 janvier des travaux du comité de pilotage du dialogue national. C'est en mai 2019 que le chef de l'État, Macky Sall, avait annoncé ces pourparlers qui réunissent depuis mardi plus d'une centaine de participants, des politiques et des membres de la société civile. Des discussions marquées cependant par l'absence de nombreux poids lourds de la vie politique et de l'opposition sénégalaise, au premier rang desquels Ousmane Sonko, Idrissa Seck ainsi que le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le comité de pilotage dispose de 90 jours avant de rendre ses conclusions. Ils se sont donc rencontrés lundi à Pau. Les présidents des pays du G5 Sahel étaient reçus au sud de la France par le président français Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel et à la contestation aussi de la présence militaire française dans la région. Au terme des discussions, les 6 chefs d'État ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire à travers un nouveau cadre structuré autour de 4 piliers dont l'action sera concentrée sur la zone dite des 3 frontières. Amenedji. Renforcement de la coopération France-G5 Sahel suite au sommet des dirigeants conviés à Pau en France par le président Emmanuel Macron. Une rencontre au sujet de la légitimité contestée des 4500 soldats de la force Barkhane et des nombreuses manifestations pour réclamer le départ des troupes étrangères du territoire sahélien. L'appel du président français s'est soldé par la consolidation de l'engagement militaire français au Sahel et le déploiement supplémentaire de 220 soldats. À chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, c'est la lutte contre le terrorisme, la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents. Donc les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes et ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants. Je les en remercie. Prévu se tenir en décembre 2019, mais reporté après l'attaque djihadiste d'Inates au Niger, cette rencontre des chefs d'État du G5 Sahel à Pau a été une occasion pour les chefs d'État de faire part de leur reconnaissance à l'égard de l'appui apporté par les États-Unis pendant que ces derniers réfléchissent à retirer leurs troupes armées des régions ouest-africaines. Les chefs d'État disent qu'ils renouvellent leur coopération avec la France. Bon, ça c'est la réelle politique, mais eux-mêmes ne sont plus convaincus. La bonne foi donc de ce pays avant qu'ils ne partent là-bas, certains chefs d'État avaient exprimé leur indignation face à la communauté internationale par rapport à cette situation. Est-ce que la France et les autres pays occidentaux ils sont de bonne foi pour éventuellement travailler au niveau du Sahel pour que la paix revienne? La rencontre des chefs d'État du G5 Sahel à Pau a été conclue autour de 4 piliers essentiels dont le renforcement stratégique militaire et le nouveau cadre baptisé Coalition pour le Sahel rassemblant le G5 Sahel, la force Barkhane et les pays partenaires. La composition actuelle du Conseil de sécurité de l'ONU fait toujours l'objet de sévères critiques. La question de son élargissement était justement au cœur d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du C10, un comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le continent exige des réformes de cet organe qui, 75 ans après sa création, n'a jamais accepté aucun pays africain comme membre permanent. Le point avec Siamlo Victoria Sedji. 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 non permanents supplémentaires au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ce que réclame l'Afrique. Le souhait est porté et assumé par le C10, comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme de l'organe d'exécution.
Actuellement, le continent bénéficie de 3 sièges, mais seulement sur les 10 membres non permanents de l'organe international. Mais tant que l'Afrique ne pèse pas sur le plan économique au niveau mondial, ça va être très très difficile de faire accepter ces revendications. Les défis, ce sont des défis économiques, sécuritaires, démocratiques. Donc il faut que ces questions-là soient réglées au préalable pour que l'Afrique puisse être mieux respectée. Le comité défend ardemment un conseil de sécurité plus inclusif et plus démocratique. Il argumente que sa demande permettra de réparer une injustice historique, sortie du joug du colonialisme avec d'importantes potentialités, mais surtout d'énormes défis à relever. Les Africains disent mériter que leur voix compte désormais dans les prises de décision à l'échelle internationale. Si nous pensons que les questions qui sont traitées par le Conseil de sécurité concernent essentiellement l'Afrique. Donc ces questions doivent être traitées avec la présence de l'Afrique et c'est pour cela que nous exigeons d'avoir un élargissement du Conseil de sécurité. Longtemps, la réforme du Conseil a fait débat surtout en Afrique, dans un contexte où les résolutions internationales prises par les 5 membres permanents actuels disposant du veto font de plus en plus l'objet de critiques. Les Congolais sont toujours dans l'attente des élections locales prévues entre septembre et décembre 2019. Ces élections en République démocratique du Congo ne sont toujours pas organisées, en cause notamment le manque de financement. Reportage de notre correspondant Jacques Ambokar. Les élections municipales en République démocratique du Congo ne sont pas encore organisées. Selon le calendrier électoral, ces élections devaient se tenir en 2019. Le pays qui fait face à plusieurs défis risque de passer outre ces échéances. Avec la promulgation de la loi des finances 2020, les attentes de la centrale électorale sont de voir le gouvernement s'y engager. Pour faire maintenant les élections dites locales et municipales, il faut débourser plus de budget que ce que nous avions déboursé pour les 3 dans ces pays continents, sans infrastructure. Et voilà où nous en sommes. Donc, actuellement, la CENI est à mesure de réactualiser son calendrier. La Commission électorale nationale indépendante relève de nombreuses inquiétudes au cas où ces élections ne sont pas organisées au cours de l'année 2020. Le plus grand risque est celui de voir d'autres facteurs liés à l'organisation des élections rendre obsolète le fichier qui a été révisé en 2017. Si nous dépassons le décembre 2020, nous aurons déjà 2 ans et nous n'aurons pas moins de 3 à 4 millions de nouveaux majeurs depuis le 1er janvier 2019. D'où, même s'il faut faire ces élections, il faut débourser l'argent. Et avant que les fichiers de 2016-2017 ne soient obsolètes. L'effectivité de l'alternance s'accompagne avec ces scrutins à la base, surtout dans le contexte de la décentralisation du pouvoir que le pays expérimente depuis 2015. Pour bon nombre d'observateurs, le doute persiste quant à l'organisation de ces scrutins au cours de cette année. Pour rappel, les 2 précédents cycles électoraux de 2006 et 2011 se sont aussi déroulés sans les élections locales. Focus sur le mobile money, un marché de 250 millions de clients en Afrique subsaharienne et qui désormais génère chaque année plus d'1 milliard de dollars. Percée donc du mobile money en à peine quelques années pour ce mode de paiement lancé il y a 10 ans dans la corne de l'Afrique et qui est en train de s'étendre au reste du continent. Illustration en République du Congo dans ce sujet signé Philomène Tine. Les chiffres du mobile money au Congo suivent une courbe ascendante. Le secteur a généré des recettes de 983,1 millions de francs CFA en novembre 2019 contre 365,6 millions de francs CFA en novembre 2018. L'Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques indique que cette hausse équivalent à un peu plus de 168,8% se justifie par le nombre d'abonnements qui se situe à environ 5,7 millions d'abonnés, dont 1,7 million d'abonnés actifs. Il y a d'abord le boom de la téléphonie mobile au Congo conjugué à une meilleure régulation du secteur par l'ARPCE. Le produit, par exemple, du mobile money va vers les clients et cela permet, n'est-ce pas, à des petits usagers de mener facilement leurs transactions financières. L'Afrique centrale enregistre moins de 10% des comptes mobile money sur les 400 millions de comptes actifs en Afrique subsaharienne selon le groupement mondial des opérateurs de téléphonie mobile.
mobile. Ainsi, le Congo connaît toujours une lente pénétration du mobile money. Seuls 6% de la population adulte possédait un compte en 2017. Les consommateurs n'ont pas accès au système bancaire. C'est plutôt les opérateurs qui finissent donc par traiter avec une banque de référence et cela permet indirectement de booster les avoirs, les dépôts dans les banques et même donc de fluidifier l'essentiel des transactions financières. Selon l'Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques, la filiale sud-africaine, la Mobile Telecommunication Network MTN, consolide sa place de leader sur le marché congolais en termes de revenus avec 56% des parts de marché devant l'opérateur Airtel. La constitution tchadienne consacre le français et l'arabe comme deux langues officielles. Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui plaident pour que le français académique et l'arabe littéraire soient parfaitement maîtrisés. Mais comment ce bilinguisme voulu évolue-t-il dans le système éducatif? Élément de réponse dans ce reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, la mise en œuvre effective du bilinguisme intégral peine à se concrétiser malgré une volonté politique affichée. Des budgets conséquents sont affectés pour la promotion de la langue arabe aux côtés du français dans les systèmes éducatifs, mais les résultats ne suivent pas. Pour contribuer à apporter des réponses à cette problématique, l'écrivain Jim Rassem Thalès, dans son nouvel ouvrage Comprendre les obstacles majeurs de la mise en œuvre du bilinguisme, invite les acteurs du système éducatif à une réflexion multidimensionnelle. C'est un ouvrage qui vient en quelque sorte faire un bilan par rapport à la mise en œuvre du bilinguisme intégral dans le système éducatif tchadien. Et par rapport à ce bilan, l'ouvrage propose quelques pistes de solutions qui permettent de pouvoir rectifier les erreurs, corriger et essayer de rendre pratique et rendre réel le bilinguisme intégral dans le système éducatif tchadien. Pour l'écrivain, le bilinguisme au Tchad a été décrété pour satisfaire des opinions politiques sans une implication effective de la base. Il estime par ailleurs que la volonté de promouvoir la langue arabe dans les systèmes éducatifs n'est pas accompagné des manuels didactiques et la formation des enseignants bilingues. Et en plus d'une réelle volonté politique, il faudrait la formation des enseignants, il faudrait que l'État appuie le Centre national des curricula afin que ce centre puisse multiplier les documents didactiques et mettre un certain nombre de documents à la disposition des enseignants, des élèves et des étudiants. Et il faudrait également avoir un programme harmonisé de l'arabe. Pour rappel, l'enseignement bilingue est institué dans le système éducatif tchadien en 1995 par un décret présidentiel. Depuis, plusieurs institutions sont créées pour sa promotion, aussi bien dans l'administration publique que dans l'éducation de base. L'élevage d'escargots, un pari gagnant pour de plus en plus d'agriculteurs tunisiens. Parmi eux, Ouda Benrotan, une jeune agricultrice qui s'est lancée dans ce secteur pour se démarquer et vivre aussi entièrement de sa filière d'activité. Gladys Mwamba. Le marché de l'élevage d'escargots émerge depuis le début des années 2000 en Tunisie. L'héliciculture se cultive et fait les affaires de nombreux jeunes entrepreneurs, passionnés par ces petites créatures, prisées pour leurs nombreuses vertus. J'ai choisi l'élevage d'escargots en 2014, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et j'ai essayé de le surmonter au fil des ans et d'améliorer les affaires. J'ai commencé par extraire le mucus des escargots, un produit qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès des clients. Après avoir extrait le mucus, les escargots sont utilisés pour la cuisine. Pas moins de 10 000 $ sont nécessaires pour de tels projets qui nécessitent peu de main-d'œuvre. Prisés pour leur mucus, utiles à la production de soins de beauté, vendus en moyenne entre 15 et 25 $, et pour leur viande, pourvue de hautes valeurs nutritives, les escargots sont rapidement devenus une source de revenus. Le ministère tunisien de l'Agriculture soutient d'ailleurs des dizaines de producteurs locaux dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir la culture d'escargots. C'est la salle d'accouplement des escargots. Nous choisissons ceux qui sont prêts pour l'accouplement et peuvent pondre des œufs. Ils y restent pendant 3 mois, de septembre à décembre. Nous leur fournissons de l'eau à une température de 20 degrés Celsius et de la nourriture. Nous leur donnons une atmosphère similaire au printemps afin qu'ils puissent s'accoupler et pour que la plupart d'entre eux pondent des œufs. Mais l'héliciculture tunisienne fait face à quelques difficultés qui lui permettent d'assurer seulement 12% de la production mondiale, soit 50 000 tonnes chaque année. Pour rappel, la demande mondiale pour toutes les espèces d'escargots est estimée à environ 425 000 tonnes.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.